Il y a quelques mois, je te faisais une vidéo te parlant de la place de la France avant la toute première saison de l'histoire de la Formule 1. On avait vu que le pays du vin était un précurseur dans le monde du sport automobile en organisant notamment les premières courses et en ayant les premières légendes au cours des années 20, des pilotes ayant marqué l'histoire du sport automobile, sans parler du lancement des 24 heures du Mans en 1923. Mais malheureusement, à cause de la crise de 29 et de l'émergence de nations fascistes telles que l'Italie ou l'Allemagne, promouvant une fierté nationale et aidant au développement du sport, notamment de la course automobile, eh bien les Français avaient perdu progressivement leur place de leader, se faisant littéralement humiliés par ces deux nations voisines. Après la Seconde Guerre mondiale, les comptes sont vides et le pays doit se reconstruire. Forcément, le sport auto n'est pas au cœur de l'économie et donc la France continue de prendre du retard. On n'attend donc pas grand-chose de la nation tricolore lors du lancement du nouveau championnat du monde de Formule 1 créé en 1950. De Maurice Trintignant à Esteban Ocon, en passant par Prost, Matra ou encore Jean-Marie Balestre, plonge avec moi dans l'histoire de la France en Formule 1. Bienvenue donc dans le premier vrai chapitre de cette série te parlant de la décennie 1950. La première course de l'histoire de la Formule 1 aura lieu en Grande-Bretagne et plus précisément à Silverstone le 13 mai 1950. L'édition 1949 fut un grand succès et donc dans cette logique d'attirer le plus de monde possible pour le lancement, la FIA a tout simplement décidé de commencer là-bas. Ils sont 4 Français au départ de ce Grand Prix et tous vont rouler avec le même châssis, la Talbot Lago T26C. S'ils roulent tous avec le même châssis, chacun aura par contre sa propre écurie. Je vais faire une petite présentation rapide de ces 4 mousquetaires. On va commencer avec Yves Giraud Cabantou, pilote de 47 ans ayant remporté plusieurs courses de côte et qui a à son actif une participation aux 24 heures du Mans en 1938. Louis Rosier, 45 ans, ancien résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, sûrement le pilote le plus connu des 4, il a remporté par le passé plusieurs courses de côte et va notamment remporter les 24 heures du Mans au cours de cette année. Philippe Étincelant, 54 ans, légende vivante à l'époque en France, il est le tout premier pilote à signer la pole position lors du Grand Prix de Monaco en 1929, vainqueur du Grand Prix de l'ACF en 1930 et vainqueur des 24 heures du Mans quelques années après sur le même circuit. Et enfin le dernier, Eugène Martin, 35 ans, le plus jeune des 4. Il a remporté quelques courses par-ci par-là, mais rien de vraiment notable. Quand tu t'en rends compte, au départ, on n'a que des vieux briscards. Et finalement, le meilleur performeur de ce week-end sera Yves Giraud-Cabantou, avec une 5e position en qualification et une 4e place à l'arrivée du Grand Prix, devant Louis Rosier qui terminera 5e. Les Français marquent donc des points dès la première course et ils vont marquer petit à petit tout au long de la saison, avec Louis Rosier qui va notamment terminer 4e du championnat grâce à 2 3e places obtenues en Belgique et en Suisse. Malgré ces bons résultats, les Français vont être dominés toute la saison par les Alfa Romeo, surpuissantes et ultra dominatrices, remportant d'ailleurs tous les grands prix de la saison, sauf les 500 miles d'Indianapolis. Conclusion de cette première année 1950, c'est une plutôt belle année avec quelques exploits lors de courses officielles comptant pour le championnat du monde, mais ce qui est à souligner, c'est surtout les courses hors championnat. Et oui, à l'époque, on avait un calendrier de 6 grands prix comptant pour le championnat et une dizaine, voire une quinzaine de courses hors championnat permettant de faire rouler la Formule 1 un petit peu partout en Europe. Et lors de ces courses hors championnat, la France va remporter 3 victoires, dont la première lors du Grand Prix de Paris le 30 avril 1950. Et cette première victoire tricolore est à mettre au profit de Georges Grignard, quand les 2 autres sont la propriété de Louis Rosier. Du fait de la difficulté à l'époque pour un pilote de faire la saison complète, nous verrons 12 Français prendre le départ d'un Grand Prix lors de cette saison 1950, avec notamment Maurice Trintignant, Pierre Lévesque ou encore Robert Manzon, premier Français à marquer des points à domicile. Parce que oui, la France accueille un Grand Prix à Reims, un circuit d'environ 8 km, faisant la part belle aux moteurs, notamment
au moteur italien, ce qui va permettre à Juan Manuel Fangio de l'emporter. En plus de Talbot Lago, eh bien un deuxième constructeur français va se lancer dans l'aventure. Simca Gordini fait son entrée lors du Grand Prix de Monaco et lors des saisons suivantes, ce sera simplement le constructeur Gordini qui viendra participer. En 51, pas de changement, on a toujours deux constructeurs français, mais par contre les résultats sont vraiment moins bons, avec seulement 5 points marqués par deux Français au cours de cette saison, ce qui va totalement décourager l'écurie Talbot Lago malgré 2 victoires hors championnat. L'écurie française quitte donc la catégorie reine du sport automobile et n'y reviendra plus jamais. On va donc garder Gordini comme seul point d'attache en Formule 1 et cette écurie française va tenter de garder la France avec la tête hors de l'eau en Formule 1. En 1952, la Gordini aux mains de Robert Manzon marquera 9 points, ce qui est pas trop mal. Et on a juste un tout petit changement, la France n'accueille pas la Formule 1 à Reims, mais à Rouen, ce qui a fait la deuxième ville française à accueillir un Grand Prix de Formule 1. Les pilotes français se rendent progressivement compte que les constructeurs tricolores ne sont pas vraiment à la hauteur de la discipline et que le développement prévu ne va pas vraiment dans le bon sens. Beaucoup d'entre eux vont décider d'aller rouler chez des constructeurs étrangers, notamment italiens, qui avaient la faveur des résultats à l'époque, et ce sera le cas de Louis Rosier, qui va rouler avec une Ferrari lors de cette même saison 1952, prêté par Enzo Ferrari. Il faut savoir qu'il Commendatore prêtait pas ses Ferrari à n'importe qui, il était très sélectif, et donc quand il vous prêtait une de ses voitures, c'est que vous étiez vraiment un très bon pilote. Le changement est bénéfique pour Rosier puisque le Français va remporter plusieurs courses hors championnat. Pour 53 et pour 54, eh bien, les résultats sont vraiment, mais vraiment pas bons. Pas beaucoup d'améliorations en 53 et en 54 et en fait, ça devient un peu gênant. Notamment si on met en parallèle l'exemple de Mercedes. L'écurie allemande a pris le temps de se reconstruire après la guerre, de développer une machine de course qui va venir lors du Grand Prix de France en 1954 et détruire la concurrence jusqu'en 1955. Clairement, il y a de quoi se poser des questions pour les écuries françaises qui ont été dominées par les écuries italiennes, puis maintenant par les écuries allemandes. Pour Gordini, rien ne va plus puisqu'ils vont même perdre Maurice Trintignant en 54, le français partant chez Ferrari et montant sur ses 2 premiers podiums lors des 2 derniers Grands Prix de la saison. De bien belles performances et une montée en puissance qui va bientôt être récompensée. Bon, jusque-là, c'est pas la joie. Les victoires en Formule 1 ne tombent que lors de courses hors championnat. On n'a qu'un constructeur français et les pilotes français de plus en plus vieux sont obligés de s'exporter vers des écuries étrangères pour performer. Pour vous dire à quel point ça va pas du tout, Gordini ne va marquer aucun point lors de la saison 1955. Et de l'autre côté, Maurice Trintignant, de son surnom Pétoulet, va remporter sa première victoire lors d'une course comptant pour le championnat du monde de Formule 1. On est à Monaco et le Français va réaliser une course splendide pour faire résonner la première Marseillaise de l'histoire de la Formule 1. Et sur une Ferrari en plus, excusez du peu. Tout le monde est enfin heureux, et c'est une joie qui va être de courte durée. Car un peu plus tard dans l'année, lors des 24 heures du Mans, 1955, l'une des plus grandes tragédies du sport automobile va se produire. On a un terrible accident éjectant Pierre Lévesque et sa Mercedes dans le public, tuant plus de 80 personnes sur le coup. Ce crash va forcément se faire poser beaucoup de questions dans la tête des gouvernements. La sécurité est-elle assez respectée pour les spectateurs autour des circuits? Et finalement, beaucoup de pays vont interdire les courses automobiles chez eux. Le gouvernement français prend la décision de ne pas organiser de Grand Prix de Formule 1 cette saison, même s'il reviendra les années suivantes, car tout simplement, la France est en deuil. Il va être difficile de se relever de cette situation, notamment pour Mercedes qui décide de quitter tout simplement le sport automobile, créant une opportunité pour les Français en Formule 1. En tout cas, voyant cette opportunité, ça va motiver un constructeur français à venir participer à un Grand Prix. Le troisième constructeur français à rentrer en Formule 1 sera ni plus ni moins que Bugatti. Et ils vont faire un gros coup en attirant dans leur rang le seul pilote français vainqueur en Formule 1. Pétoulet va être très intéressé par le projet. Malheureusement pour lui, le pari ne sera pas gagnant. Il ne pourra participer qu'à un Grand Prix, étant contraint à l'abandon et quittant à nouveau une écurie française à la fin de la saison. La Bugatti 2.5 n'était absolument pas prête, que ce soit en termes de fiabilité ou de performance, et ils vont participer qu'à un Grand Prix et quitter définitivement
la Formule 1. Point positif quand même pour cette année 1956, c'est la 3e année consécutive qu'un pilote français termine 4e du championnat, et cette année c'est pour Jean Bérat qui va réaliser une très belle saison. Malheureusement pour nous, la France va tomber. Bon, pas très haut, mais elle va tomber. Très mauvaise nouvelle pour la France en 1957, après Talbot, après Bugatti, Gordini décide également de quitter la Formule 1. Les Français ont mis beaucoup trop d'argent dans le développement d'une voiture vraiment pas à la hauteur de la catégorie. Et donc on se retrouve avec seulement 2 pilotes français à supporter pour le peuple tricolore, qui vient toujours assister au Grand Prix de France lors de cette année. Maurice Trintignant va faire une belle saison, mais celui qui va le plus performer, c'est Jean Bérat, avec notamment 5 victoires en 9 Grands Prix lors de courses hors championnat. Nul doute, les pilotes français sont clairement les champions du monde des courses hors championnat, mais bon, c'est con que ça compte pas. Les 2 Français nous font vibrer, et pour la saison 58, ils vont tenter de rouler avec différents constructeurs, notamment des constructeurs anglais qui ont fait leur retour après des difficultés au début de la décennie et qui vont se mettre à dominer la catégorie. Trintignant va rouler sur une Cooper Climax, constructeur anglais, et va aller chercher une 2e victoire en carrière en Formule 1, toujours à Monaco. 2e Marseillaise dans la décennie, c'est plutôt cool, même si c'est toujours avec un constructeur étranger. Sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. En fait, le changement de constructeur, c'est quand même un petit peu perturbant. Mais pour Pétoulet, la saison 59 va être bien meilleure. Avec une super régularité, il va quand même monter 2 fois sur le podium, lui permettant de terminer 5e du championnat avec 19 points dans la poche. Ils ne sont toujours que 2 à participer à l'entièreté de la saison de la Formule 1, Jean Bérat et Trintignant, et on voit de moins en moins de Français se tester à la plus grande catégorie de sport automobile. Et sans structure française, c'est toujours plus difficile d'accéder à cette catégorie. Il y a un trou générationnel, les jeunes n'arrivent pas à s'identifier à des pilotes vieillissants, et donc la Formule 1 attire de moins en moins. C'est un cercle vicieux. Et à ça, on ajoute malheureusement le décès de Jean Bérat sur le circuit de Lavus lors du Grand Prix d'Allemagne 1959. Lui qui avait pris quelques mois auparavant une victoire hors championnat. Et finalement, à la fin de cette décennie 50, il ne reste plus que Maurice Trintignant, qui a tout le poids de la France sur ses épaules, sauf que les années passent et que le français ne va pas être éternel. Bon, pour conclure, quelle est la place de la France à la fin de la décennie 1950 ? Eh bien, on a l'impression que le pays tricolore cherche encore sa place. On a vu plusieurs constructeurs français venir, des pilotes performer, un Grand Prix de France, mais malgré tout, les performances ne sont pas vraiment là. En plus de ça, on n'a pas eu la sensation que les constructeurs étaient en mesure de faire progresser les voitures pour les emmener à la victoire. Les pilotes français ont dû se débrouiller eux-mêmes et s'expatrier pour goûter aux joies du champagne. En attestent les 2 très belles victoires de Maurice Trintignant à Monaco et les très bonnes performances de Jean Bérat lors de courses hors championnat. La perte de Jean Bérat et le vieillissement de Pétoulet, qui a quand même 43 ans en 1960, n'annoncent rien de bon pour la prochaine décennie. Ce qui pourrait relancer l'intérêt français pour la Formule 1, ce serait l'arrivée d'un nouveau constructeur dans la catégorie. Est-ce que ce sera le cas ? Eh bien tout ça, on le verra dans le prochain chapitre. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper le prochain chapitre te parlant de l'histoire de la France en Formule 1. On parlera de la décennie 1960, tu l'auras compris. N'hésite pas à compléter un peu l'histoire et à raconter des petites anecdotes en commentaire. Et également à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Et si tu veux voir d'autres histoires de Formule 1, eh bien à droite et à gauche, tu trouveras 2 autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.